Au-delà de ça, est-ce que quand même, vous êtes d'accord pour dire que ce qui a changé par rapport à la COP 21 de 2015, c'est que quand même tout le monde est d'accord sur le constat? Oui, indéniablement, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont progressé depuis la COP 21 et on voit en particulier qu'aujourd'hui c'est une des préoccupations premières des Françaises et des Français. Selon les sondages, entre 86 et 89% se disent tracassés par la question du changement climatique. Donc en termes d'opinion publique, j'ai envie de dire que l'alerte aujourd'hui a été largement entendue. Le problème, c'est l'action et c'est là évidemment que le bas blesse parce que souvent ces COP sont un peu un défilé de grandes annonces volontaristes et puis le problème c'est que c'est le service après-vente. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à une suite de résolutions de nouvel an, des choses qu'on promet dans l'euphorie de l'instant et qu'on oublie dès le lendemain, voire même dont on réalise qu'elles sont complètement irréalistes le 2 janvier. Et j'ai envie de dire que les COP aujourd'hui sont un peu des machines à fabriquer de la déception, notamment parce que toutes les décisions doivent s'y prendre au consensus précisément. Ça veut dire que si vous êtes un tant soit peu ambitieux sur le climat, vous êtes condamné à être déçu en permanence, parce que c'est toujours le moins ambitieux qui a le dernier mot. Et donc le risque à la COP27, c'est que la Russie ne mette tout par terre simplement en représailles des sanctions qui lui ont été infligées. Mais alors là, c'est intéressant, parce que vous nous parlez de la Russie, mais est-ce que ce qui n'est pas le plus inquiétant finalement au niveau géopolitique mondial, c'est cette course entre la Chine et les États-Unis, avec un président chinois qui dit vouloir faire de la Chine la première puissance mondiale d'ici 2049. Donc face à tous ces défis que représentent à la fois la crise sanitaire, l'inflation, le déficit commercial, est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre enfin les moyens dans cette transition énergétique ou plutôt repartir dans les domaines classiques qui sont plus rentables, en tout cas à court terme? Pour le moment, les deux pays font un peu des deux et j'ai envie de dire que leur main droite défait ce qu'a fait la main gauche. On sous-estime beaucoup, vu d'Europe, la vitesse et les montants investis par la Chine dans les énergies renouvelables et notamment dans le transport électrique. Ça avance à une vitesse absolument stupéfiante et bien plus rapide qu'aux États-Unis. Mais en même temps, la Chine continue à construire aussi énormément de centrales à charbon pour fournir de l'énergie à sa population. Ce qui est assez, à mon avis, inquiétant, c'est de savoir que la Chine et les États-Unis avaient depuis 2014 un partenariat stratégique sur le changement climatique. C'est-à-dire s'engager à avancer ensemble et à sanctuariser leur coopération d'éventuelles tensions internationales ou d'éventuels différends commerciaux. La Chine a très peu apprécié que Nancy Pelosi se rende à Taïwan cet été et en représailles a décidé de suspendre ce partenariat stratégique. Ça veut dire que ces négociations qui jusqu'ici étaient un peu enfermées dans une bulle détachée de la réalité des tensions du monde, eh bien cette bulle a explosé et la négociation à Sharm el-Sheikh va se heurter de plein fouet à la réalité et aux tensions géopolitiques internationales. Oui, vous expliquez bien que le climat, quelque part, est pris en otage par tout un tas d'autres considérations. Tout à fait. Là, vous parlez de géopolitique, il y a aussi, bien sûr, en ce moment, la crise en Ukraine. Mais pour revenir à la crise énergétique. Et la crise énergétique qui en découle. Pour reprendre la formule que vous avez employée, vous dites la COP est une machine à fabriquer des déceptions. Mais pour qu'on comprenne bien, parce que tous les ans, on a ces grands raouts, ces grands messes, les engagements qui sont pris, en fait, ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que ce que disent les chefs d'État, on n'est pas obligé derrière de l'appliquer. Ça n'a aucune valeur juridique. Absolument pas. Aucune valeur juridique. Tout repose. Alors à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? C'est un signal politique. C'est-à-dire que le choix qui a été fait au moment de l'accord de Paris, on pouvait choisir soit d'aller vers un accord contraignant avec un nombre plus réduit de participants, tout le monde aurait pas été d'accord, soit d'aller vers un accord universel, ratifié par tout le monde, mais qui ne soit pas contraignant. On a fait ce deuxième choix. Et donc ça veut dire que toute la coopération internationale aujourd'hui repose sur les engagements volontaires des États, sur l'alignement des efforts des uns, sur les efforts des autres. Je m'engage à faire ceci, si toi tu t'engages à faire cela. Et donc c'est une construction qui reste évidemment très très fragile, parce que dès lors qu'un pays fait défaut, comment voulez-vous demander aux autres de respecter leurs propres engagements?